Mars 2026. Le Moyen-Orient vient de basculer dans une guerre totale. Mars 2026. Le Moyen-Orient vient de basculer dans une dimension que le monde redoutait depuis des décennies. Nous sommes en train d'assister à un virage géopolitique tel que le monde n'en a plus connu depuis la chute du mur de Berlin. En quelques jours, l'échiquier mondial a été foudroyé. Le ciel de Téhéran est littéralement devenu noir, étouffé par la fumée des dépôts de carburant en flammes, plongeant la capitale iranienne dans une obscurité aux allures de fin du monde. La pluie qui s'abat sur les habitants est chargée de suie, de soufre et de métaux lourds, un cocktail toxique menaçant les poumons des enfants et contaminant l'eau potable. Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont déclenché l'opération militaire Epic Fury, ou Lion rugissant, une campagne de frappe aéronavale d'une ampleur inédite contre la République islamique d'Iran. En l'espace de 10 jours, plus de 5000 cibles ont été pulvérisées. Infrastructures nucléaires, sites de lancement de missiles, usines de drones et la quasi-totalité de la marine iranienne dans le Golfe. Mais au-delà des infrastructures, c'est la tête du régime qui a été visée. L'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême et architecte du pouvoir iranien depuis plus de 3 décennies, a été assassiné sous un déluge de bombes israéliennes dans son complexe ultra sécurisé de Téhéran. Comment en est-on arrivé là? Qui a véritablement décidé de cette guerre aux conséquences planétaires? Et alors que l'Iran riposte en embrasant tout le golfe Persique, le monde se prépare-t-il à la chute d'un régime théocratique ou à une guerre d'usure qui détruira l'économie mondiale? Pour comprendre l'origine de ce conflit, il faut suspendre nos réflexes d'analyse habituels. Donald Trump, réélu président des États-Unis sur la promesse de sortir son pays des guerres coûteuses et inutiles au nom de l'America First, se retrouve paradoxalement à la tête de la plus grande offensive américaine depuis l'Irak en 2003. L'opinion publique américaine n'était pas demandeuse, et la menace d'un missile intercontinental iranien frappant le sol américain reste, selon les services de renseignement, une capacité que Téhéran ne possédera pas avant 2035. La véritable impulsion de cette guerre provient de Tel Aviv. Pour Benjamin Netanyahou, la frappe préventive est une doctrine établie depuis 40 ans. En 1981, Israël détruisait le réacteur nucléaire irakien. En 2007, le réacteur syrien. La destruction du programme nucléaire iranien et le renversement du régime clérical sont l'aboutissement logique de cette trajectoire. En activant des leviers d'influence puissants à Washington et en jouant sur la volonté de Donald Trump d'afficher une force historique, Israël a su retourner la relation de dépendance. Trump est allé jusqu'à exiger une capitulation sans condition de Téhéran, affirmant que cette guerre n'était qu'un tout petit prix à payer pour la paix mondiale. Sur le plan opérationnel, la force de frappe est colossale. Avec le déploiement de 50 000 soldats et de porte-avions de dernière génération, les États-Unis ont anéanti les défenses anti-aériennes iraniennes. L'état-major américain affirme que la capacité de lancement de missiles balistiques de l'Iran a chuté de 86% et que la totalité des officiers généraux iraniens a été tuée. Mais la violence de l'assaut a aussi précipité une succession dans le chaos. À la suite de la mort d'Ali Khamenei, l'Assemblée des experts s'est réunie sous la pression psychologique et politique intense des gardiens de la Révolution. Le bâtiment même de l'Assemblée à Qom a été bombardé par les forces américano-israéliennes pendant le processus de vote. Malgré ces bombes, c'est Mojtaba Khamenei, le fils du guide défunt, qui a été désigné comme nouveau guide suprême le 8 mars. Un choix qui symbolise une continuité dure et féroce. Pour Donald Trump, cette nomination est inacceptable. Pour Israël, Mojtaba Khamenei est d'ores et déjà une cible à éliminer. Face à cette offensive dévastatrice, l'Iran, bien qu'en infériorité technologique, n'a pas capitulé. L'armée idéologique de la République islamique s'est préparée pendant des décennies à une guerre asymétrique d'usure. Sa stratégie n'est pas de vaincre militairement les États-Unis, mais de rendre le coût de cette guerre insupportable pour l'économie mondiale et pour les alliés de Washington. L'Iran a lancé une campagne de représailles régionales d'une ampleur inattendue. Des centaines de missiles balistiques et de drones Shahed peu coûteux, mais redoutables, ont été tirés, ciblant les bases américaines réparties dans les pays du Golfe. Le Qatar, le Koweït, les Émirats arabes unis, l'Irak et même le Bahreïn sont frappés. À Bahreïn, une frappe de missiles iraniens a déclenché un immense incendie dans la principale raffinerie de pétrole du pays, forçant l'entreprise d'État Bapco à déclarer un cas de force majeure.
En Arabie Saoudite, des drones ont visé le riche gisement pétrolier de Sheba. L'Iran a même frappé l'Azerbaïdjan voisin, l'accusant de complicité avec Israël. Le message de Téhéran est clair, puisque les pays arabes du Golfe abritent les troupes américaines, ils paieront le prix du sang et de la ruine économique. Cette stratégie vise à forcer ces pays à faire pression sur Donald Trump pour obtenir un cessez-le-feu. Mais l'arme absolue de l'Iran reste géographique, le détroit d'Ormuz. Ce goulot d'étranglement stratégique, par lequel transite environ 20% de la production mondiale de pétrole et de gaz naturel liquéfié, est aujourd'hui paralysé. Près de 20 000 marins et des centaines de navires sont bloqués. Le secteur maritime a officiellement classé la zone en opération de guerre. En conséquence, les marchés mondiaux paniquent. Le baril de Brent a bondi à près de 120 $, une hausse fulgurante qui fait trembler les bourses occidentales et asiatiques, effaçant des milliers de milliards de valeurs boursières en quelques jours. Donald Trump a réagi avec fureur, menaçant de frapper l'Iran 20 fois plus fort si le flux pétrolier était interrompu, et ordonnant à la marine américaine d'escorter les pétroliers. Mais les gardiens de la révolution ont juré de ne pas laisser sortir un seul litre de pétrole tant que les attaques américaines continueraient, affirmant que c'est l'Iran et non les États-Unis qui déterminera la fin de cette guerre. Au cœur de cet affrontement géopolitique titanesque, une victime silencieuse paie le prix fort, le peuple iranien. Pris en étau entre les bombes étrangères et la répression d'un régime aux abois, les civils vivent un cauchemar éveillé. Les frappes de la coalition ont causé d'immenses dommages collatéraux. Le bilan s'alourdit de jour en jour, dépassant les 1300 morts civiles. L'événement le plus tragique s'est déroulé dans le sud de l'Iran, à Minab, où une école primaire de filles a été pulvérisée par ce qui semble être un missile Tomahawk américain. Plus de 165 personnes, majoritairement des enfants âgés de 7 à 12 ans, ont péri. Si Donald Trump impute cette tragédie à une erreur de tir iranienne, les preuves pointent vers une responsabilité américaine, qualifiée par l'UNESCO de grave violation du droit international. Pourtant, cette population ne pleure pas nécessairement la mort d'Ali Khamenei. Quelques semaines seulement avant le début de la guerre, en janvier 2026, l'Iran était secoué par l'un des plus grands soulèvements de son histoire moderne. La rue réclamait la chute de la République islamique. La réponse du régime a été un massacre absolu. Selon des responsables médicaux locaux et des fuites au sein du gouvernement, plus de 30 000 manifestants ont été abattus par les forces de sécurité. C'est le bain de sang le plus terrifiant depuis la révolution de 1979. Aujourd'hui, pour empêcher les Iraniens de s'organiser ou de documenter les ravages des bombardements, le régime a instauré un blackout numérique quasi total. Le trafic Internet a chuté de 98%, coupant les citoyens du monde extérieur et les empêchant d'accéder aux informations vitales pour leur survie. L'espoir de Washington et de Tel Aviv de voir la population se soulever à la faveur des frappes pour renverser les mollahs semble, pour l'heure, illusoire. Le traumatisme de la répression de janvier, couplé au réflexe nationaliste face à une agression extérieure, paralyse toute rébellion massive. L'histoire de l'Irak de 2003 résonne comme un avertissement funeste. Une libération par procuration militaire étrangère engendre souvent la fracturation de l'État et une résistance armée plutôt qu'une démocratie reconnaissante. Face à cette déflagration, la communauté internationale est profondément divisée. L'Europe, qui espérait tourner la page d'une année de soumission diplomatique face à l'administration Trump, a été prise de court, non consultée par Washington avant le début des frappes. Les réponses européennes sont désarticulées. Le Royaume-Uni, tout en appelant à la désescalade, a fini par autoriser l'utilisation de sa base de Diego Garcia pour défendre Israël, s'attirant les foudres de Donald Trump, qui juge cet appui insuffisant. L'Espagne a catégoriquement refusé l'usage de ces bases pour attaquer l'Iran, bravant les menaces de représailles commerciales de la Maison-Blanche. La France, dénonçant une opération menée en dehors du droit international, a déployé le porte-avions Charles de Gaulle en Méditerranée orientale, dans un but purement défensif, cherchant à protéger ses intérêts, ses ressortissants, et à préparer une mission pour rouvrir le détroit d'Ormuz. De l'autre côté du spectre, la Russie et la Chine observent cette guerre avec un cynisme stratégique. Vladimir Poutine a offert son soutien indéfectible au nouveau guide suprême iranien, mais sans engager ses propres forces militaires. Moscou est en réalité le grand gagnant à court terme. La hausse vertigineuse des prix du pétrole finance son effort de guerre en Ukraine,
tandis que l'attention et les ressources militaires américaines sont détournées vers le Moyen-Orient. Pékin, de son côté, appelle à la paix. Grande consommatrice du pétrole du Golfe, la Chine n'a aucun intérêt à voir la région sombrer, mais elle profite de l'isolement diplomatique de Washington et de l'enlisement américain pour avancer ses propres pions sur la scène internationale. La guerre en Iran a dépassé le stade de l'opération ciblée pour devenir un conflit existentiel. Pour l'Iran, son programme nucléaire n'a jamais été un simple outil militaire. C'est, depuis l'époque du Shah, le symbole fondamental de son indépendance et de sa souveraineté face aux puissances étrangères. Vouloir l'effacer par la force, c'est s'attaquer à l'identité même de la nation iranienne. Donald Trump promet que la guerre s'achèvera très bientôt, espérant une victoire rapide avant les élections de mi-mandat aux États-Unis. Mais sur le terrain, rien n'est résolu. Les gardiens de la révolution, malgré leurs lourdes pertes, conservent des capacités asymétriques effrayantes et la volonté de faire brûler la région. L'armée de terre iranienne est intacte et une invasion terrestre américaine semble exclue, ou du moins vouée à un échec sanglant. Les accords d'Abraham sont fragilisés, les pays du Golfe tremblent pour leur prospérité, et le monde retient son souffle face à la menace d'un choc stagflationniste global. En voulant remodeler le Moyen-Orient par les bombes, les États-Unis et Israël ont ouvert une boîte de Pandore dont personne, à ce jour, ne maîtrise les démons. Le régime des Mollahs vacille, mais dans sa chute potentielle, il menace d'emporter l'économie mondiale et la stabilité de toute une région.